Enregistré. Bienvenue à tous. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir autant de participants sur un webinaire sur la périménopause et la ménopause au travail qu'on a du coup organisé. On a eu cette idée avec Valérie Duna qui a rejoint l'équipe d'Omena en tant que directrice commerciale il y a quelques semaines. Et pour ceux qui ne connaissent pas Omena, en un mot rapidement, Omena, c'est une application mobile qu'on a créée il y a 2 ans et demi qui aide les femmes à gérer leurs symptômes de périménopause et ménopause et qui initialement on développait surtout en B2C. Et récemment, on a eu l'idée de commencer à contacter des entreprises pour ouvrir la parole sur le sujet de la ménopause au sein des entreprises où ça reste quand même un sujet très tabou et où il y a des collaboratrices qui peuvent être en difficulté. D'où l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Je vais commencer par faire un petit tour de table rapidement pour vous présenter les différents intervenants d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est Mathilde, je suis la cofondatrice d'Omena. On est 3 fondatrices à avoir créé l'entreprise. Et donc, je ferai un peu rôle de médiateur lors de cette table ronde aujourd'hui. Il y a également Valérie qui va prendre la parole, qui est donc notre directrice commerciale et qui, par le passé, a été directrice commerciale d'entreprises de santé au travail, qui a vendu des webinaires sur l'addiction en entreprise. Donc, c'est vraiment son sujet. Ensuite, on a le docteur Tatiana, je suis désolée, je vais probablement écorcher ton nom de famille. Tatiana Lekobit. Tatiana Lekobit, qui est médecin du travail efficience au sein de l'entreprise Bouygues Télécom. Le docteur Brigitte Letombe, qui est gynécologue médicale, spécialiste française, plutôt très reconnue de la ménopause. On a Bonjour. aussi Thibaut Fleury, qui est du coup le directeur général de Efficience Santé au Travail, donc une entreprise qui déploie des bilans de santé au travail en entreprise. Et, et Axel Mourlet, qui est chargé de prévention chez Auchan, que j'ai rencontrée parce que d'ailleurs, elle a organisé un webinaire sur la périménopause en entreprise à l'occasion de la semaine de la QVCT. Donc, l'idée d'avoir tous ces intervenants, c'était vraiment d'avoir une approche 360 de la périménopause au travail. Donc, pourquoi il faut s'intéresser au sujet, comment va-t-on accompagner correctement les collaborateurs dans cette tranche de vie. Donc, tout ça, ce sera des sujets qui seront abordés avec différents points de vue lors de la table ronde. Et pour l'introduction, je passe la parole donc à Axel Mourlet de chez Auchan. Bonjour à tous et merci d'être connectés à cette table ronde. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors oui, il nous semble important, en tout cas pour les entreprises, de prendre en compte au travail une condition de santé en fait qui va toucher la moitié de la population active en France. Et selon un rapport qui a été fait donc au Sénat de juin 2023, qui était consacré à la santé des femmes au travail en France, c'est 500 000 femmes en fait qui entrent en ménopause chaque année et 14 millions de femmes au total qui sont concernées, donc 100% des femmes de 55 ans et plus. Donc autour de nous, en fait, il y a forcément une femme, une collègue, un membre de l'équipe ou de votre famille qui se trouve confronté à cette transition. Donc il nous a semblé qu'il était temps de lever le tabou et de prendre conscience de l'impact de la santé physique et de la santé mentale des femmes. Et qu'en tant que manager ou RH, comment est-ce qu'on peut évoquer finalement ce sujet qui peut impacter la performance avec tact et pudeur et sans stigmatiser justement les femmes. Alors c'est vrai qu'à Auchan, on porte depuis plusieurs mois un projet humain qui a été repensé autour de plusieurs valeurs fortes, notamment de la diversité et l'inclusion dans toutes leurs composantes. Et plusieurs priorités sont abordées avec la volonté d'aller justement au-delà du réglementaire et comprendre la ménopause, ses symptômes, l'impact de ces derniers sur le travail et l'impact du travail sur les symptômes contribuent justement à construire un projet humain qui est repensé et qui conduit à protéger, à veiller à la santé de toutes, dans l'ensemble de ses composantes. Et donc c'est à ce titre en fait qu'on avait justement proposé cette visioconférence la semaine dernière autour de la ménopause dans l'entreprise. Merci Axel. Est-ce que Thibaut, tu veux dire un mot en introduction? Forcément, comme je suis un peu Le, l'intrus des gens qui l'homme. parlent, C'est l'homme de la situation, je, Thibaut. je ne vais pas briller par ma connaissance du sujet, et je laisse notamment Brigitte et d'autres le soin de le faire, mais ce qui me semble intéressant et pourquoi je m'intéresse aussi en tant que dirigeant de service de santé au travail à double titre, hein, parce que j'ai 85% de femmes dans mes équipes, donc forcément c'est une question qui me touche, en tout cas qui touche mes équipes.
Puis deux, comme je suis service de prévention de santé au travail, le fait de parler de ce sujet-là, de montrer du doigt les singularités qui touchent des femmes sur cette tranche d'âge, mais au-delà de ça, de s'intéresser aux singularités de toutes les personnes, que ce soit sur la problématique de la périménopause, on parle de l'endométriose, mais il y a plein de sujets de vie en fait. Ils sont un moyen d'acculturer les entreprises et leurs managers sur leurs ressources. Et donc, le fait de s'y intéresser change la manière aussi de manager, ne serait-ce parce que voilà, ça fait partie de la vie des gens. Il y a la parentalité qui est une autre phase de vie qui est intéressante aussi, sur laquelle il est intéressant que l'entreprise s'ouvre à ce débat-là, davantage encore que ce qu'elle ne fait. C'est un des sujets. Donc voilà, je trouve qu'en parler aujourd'hui ouvertement avec des entreprises, des entrepreneurs, va faire avancer la cause globale de la prévention, en fait, pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà pourquoi je souhaite participer à cette table ronde aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que Valérie, tu veux conclure sur cette petite introduction? Donc moi, je suis Valérie Dunat, donc j'ai eu des postes effectivement dans des services de santé au travail. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans cet environnement. Euh, Moi-même, j'ai découvert Omena il y a 2 mois et demi parce que j'étais dans une errance médicale. J'ai 53 ans, donc je suis complètement dans cette tranche d'âge et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je me suis dit, bon, après des réponses qui ne me satisfaisaient pas, pardon, de mon gynécologue qui m'a dit, écoute, voilà, c'est pas grave, hein, tu rentres en ménopause, bon, tu as pris 7 kilos, écoute, tu vas transpirer dans une salle de sport, et puis ça va bien se passer, ça aurait pu être pire, hein, certaines en prennent 20, donc sois contente déjà. Ok, merci Benoît. Et je suis repartie avec ça, parce que c'est une vraie réalité. Et pourtant, j'ai accès au médecin, j'ai un bon carnet d'adresses, on va dire ça comme ça. Et malgré tout, je me suis retrouvée dans cette errance. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon sang, je peux pas, je comprends pas ce qui se passe, il faut que je comprenne. Donc, j'ai commencé à chercher des applis sur Internet, essayer de me renseigner. Et je suis tombée il y a 2 mois et demi sur l'appli Omena. Et là, j'ai pas résisté, je me suis dit, ben, en fait, ça me parle. Voilà, il se passe quelque chose, je rentre en communication avec des gens qui ont l'air de comprendre ce qui m'arrive. Et j'irai pas plus loin parce qu'on va en parler après tout au long de cette table ronde sur ce sujet-là. Mais ce qui est qui est important, c'est que finalement, moi, il y a 1 an et demi, je suis en présence de mon ancien directeur général qui est Thibaut Fleury, qui me voyait exténuée quand j'arrivais le matin au bureau parce que j'habite Tours et donc je faisais beaucoup de transport. Et un jour, je lui ai dit, écoute Thibaut, je vais devoir arrêter parce que franchement, je suis épuisée. Et j'ai tout mis sur la SNCF. Bon, on n'est pas sympa des fois avec la SNCF, mais j'ai tout misé là-dessus. En fait, si j'avais su tout ça, peut-être qu'on aurait géré différemment la situation. Et en plus, j'en suis certaine, parce que connaissant Thibaut et son appétence justement sur l'accompagnement des collaborateurs, sur son management, bien sûr qu'on aurait géré différemment la solution. Effectivement, la solution. Donc ça, c'était un premier constat. Deuxièmement, finalement, quand Omena m'a contacté en me disant oui, ce serait intéressant qu'on échange et est-ce que vous pourriez finalement nous accompagner sur le développement B2B, j'ai dit oui, parce qu'en fait, au vu de tout ça et au vu de ce que je connais dans le monde des entreprises et l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, et je vais reparler aussi du rapport du Sénat qui a été transmis en juin 2023. Je l'ai partagé ce matin sur LinkedIn parce qu'on me l'avait demandé. Je suis intervenue sur une autre table ronde la semaine dernière. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est qu'il y a vraiment 3 axes majeurs qui sont de dire on va rechausser un peu les lunettes du genre, mais on en reparlera après. Mais c'est un point intéressant. Développer et adapter la prévention à destination des femmes, puisqu'on s'est aperçu que finalement, on avait genré la prévention de par les postes de travail et de par toute la partie EPI. Et puis, mieux comprendre la santé sexuelle et reproductive au travail, et en particulier les pathologies menstruelles handicapantes et les symptômes ménopausiques. Ça veut dire que là, on écrit noir sur blanc que la ménopause a un impact fort dans le monde du travail et pour les femmes. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, il est comment on va interagir, comment on va informer et accompagner finalement toute cette phase dans le monde du travail. Et moi, je dis, bah, écoutez, pour mieux accompagner, eh bien, il faut pouvoir en parler.
et le comprendre. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est aussi un témoignage à double, double facette, mais c'est vraiment important cette prise de conscience. Donc je suis ravie d'être sur cette table ronde. Merci Valérie. Je passe tout de suite la parole au docteur Letombe qui va du coup nous expliquer ce qu'est la périménopause et la ménopause pour ceux qui maîtrisent peut-être un peu moins le sujet et pourquoi c'est important d'en parler au travail et pourquoi c'est un sujet pour l'entreprise. Brigitte, c'est à toi. Bon, déjà, moi, je veux vous remercier tous et toutes là, d'être intervenus là parce que vous avez dit énormément de choses et c'est ce que j'entends tous les jours dans mon cabinet. Donc, il y a un gros problème de manque d'information, voire même de désinformation. Or, la ménopause, je vous rappelle, c'est un phénomène physiologique. Ça n'est pas de la pathologie. C'est-à-dire que c'est inéluctable, universel. Si on a la chance de vivre au-dessus de 50 ans et qu'on est une femme, on va donc vivre la ménopause. Et donc, on a dans un courant sociétal aujourd'hui cette idée que comme c'est physiologique, il n'y a donc rien à faire, la nature est bonne, donc si on est ménopausé, c'est normal, et il faut donc se débrouiller avec ce que l'on ressent. Il est vrai que pour une grande partie des femmes, la ménopause, c'est l'arrêt des menstruations, l'arrêt de la fonction ovarienne, et que ça peut être vécu comme une libération pour les femmes, bien sûr. Parce que la cyclicité menstruelle peut être quelque chose de difficile, parce que la nécessité contraceptive, quand on ne désire plus d'enfants, ça peut être un souci. Mais en même temps, c'est aussi une perte de fertilité. Et pour certaines femmes, ça peut être quelque chose qui peut être mal vécu, parce que c'est évidemment tout à fait différent de ne plus pouvoir faire d'enfants ou de ne plus vouloir faire d'enfants. Donc évidemment, cette ménopause qui est un arrêt du fonctionnement ovarien est quelque chose qui peut être perçu positivement, surtout si on n'a pas de symptomatologie, et on va y revenir, mais ça peut être perçu très négativement avec une répercussion psychologique vraiment pour certaines importante du fait de cette perte de fertilité qui peut, pour certaines femmes et puis aussi pour les hommes et pour la société, être un mélange entre perte de fertilité et perte de féminité. Donc, vous voyez, la perception des femmes, quand elles ont cet arrêt de fonctionnement ovarien, ça peut être très négatif, d'autant qu'on n'en parle pas sur le plan psychologique. Vous dire que, bien sûr, la ménopause, ça arrive en moyenne à 51 ans. Mais il y a des femmes qui seront ménopausées, qui n'auront plus de fonction ovarienne à 48 ans, et d'autres à 56 ans. Que cet arrêt du fonctionnement ovarien ne se fait pas obligatoirement d'un jour à l'autre. On dit que la ménopause est installée quand cela fait 1 an que les ovaires ne fonctionnent plus. Donc, ça fait 1 an qu'on n'a plus de règles. Mais pendant les 3-4 ans qui précèdent, on parle de périménopause, c'est-à-dire que les ovaires sont fatigués, dysfonctionnent, ovulent moins ou mal, avec des déséquilibres hormonaux. Et dans cette période de périménopause, et les femmes à ce moment-là n'y pensent pas parce qu'elles ont encore des menstruations, elles peuvent ressentir toute la symptomatologie ménopausique. Une symptomatologie à la fois psychologique et physique. Parce qu'en périménopause, on aura tous les signes éventuellement du manque hormonal quand on sera dans une période où les ovaires ne fonctionnent pas pendant 3-4 mois. Et puis tout à coup, l'ovaire va fonctionner et là, il va sécréter mal des œstrogènes en trop grande quantité, par exemple, et on va se retrouver avec, au contraire, des gonflements, des règles très abondantes, des céphalées, de la tension mammaire. Donc, on va passer de... Moi, je parle toujours de montagne russe. C'est une période vraiment difficile. Dans cette période, on va être plutôt irritable. On va être à fleur de peau. Et puis, dans la période où on est hypo-œstrogénique, où l'ovaire ne fonctionne pas, on va être fatigué. On aura des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des douleurs articulaires. On manquera d'entrain. Et donc, ces femmes passent de l'un à l'autre pendant quelquefois plusieurs mois ou années. Et surtout, elles ne font pas le lien avec le problème hormonal, donc elles ne viennent pas chercher de solution. Après, pour les femmes, quand elles sont ménopausées, qu'elles n'ont plus de règles, là, elles font le lien. Elles savent que ce qu'elles ressentent, en tout cas pour ce qui est des bouffées vasomotrices, puisque ça, c'est le seul symptôme vraiment connu de tous, les bouffées vasomotrices, là, ça, c'est de la ménopause. Et
puis elles pensent qu'il n'y a que ça. Et pour beaucoup, et même des professionnels de santé, pour beaucoup, c'est oh ben vous avez des bouffées de chaleur, c'est rien, ça va passer. Et ils n'imaginent pas, ils ne posent même pas la question de savoir s'il y a d'autres symptômes. Et ils sont nombreux, les autres symptômes. Alors, je vais quand même m'attacher aux bouffées de chaleur parce que c'est quelque chose qui est le plus fréquent. Et il faut savoir que les bouffées de chaleur, j'entends souvent des femmes me rapporter, oui, mais mon médecin m'a dit que ça allait passer, ou ma copine m'a dit. En fait, les bouffées de chaleur, c'est quelque chose qui peut être très invalidant. Il y a des femmes qui vont ressentir vraiment cette chaleur, cette montée de chaleur avec des sueurs et la nécessité absolument de se dévêtir pour partie, de prendre l'air, parce qu'elles peuvent avoir des palpitations et un malaise. Et il y a des femmes qui peuvent en avoir 10 à 15 par jour. Hein, ce n'est pas simplement une ou deux par jour. Donc pour ces femmes-là, c'est très invalidant. Il y a des femmes qui peuvent avoir l'équivalent la nuit, qu'on appelle les sueurs nocturnes, donc avec des troubles du sommeil parce que ça réveille, et elles peuvent devoir se lever parce qu'elles sont trempées, devoir prendre une douche. C'est des choses qui arrivent. Et c'est donc d'une intensité variable d'une femme à l'autre. Donc il y a des femmes qui vont vivre de façon terriblement difficile et qui ont absolument besoin d'un accompagnement, voire d'un traitement. Puis il y a des femmes qui auront quelques bouffées de chaleur, une ou deux dans la journée, qui ne va pas la perturber, qui n'empêchera pas d'avoir un sommeil de qualité. Les troubles du sommeil existent aussi même sans les sueurs nocturnes. Il y a des femmes qui ont vraiment des gros troubles du sommeil, donc qui ne récupèrent pas et qui sont donc fatiguées. Il y a des femmes qui ont des troubles psychologiques. Donc, je parlais tout à l'heure de cette répercussion de la perte de la fertilité qui peut avoir un impact psychologique, mais il y a aussi cette impression de manquer de dynamisme, d'être à fleur de peau, d'être dépressive. La vraie dépression, peut-être pas, mais d'être dans un syndrome dépressif. Et d'ailleurs, je vois des femmes qui, quand elles ne font pas le lien et que le professionnel de santé qui les rencontre ne fait pas le lien, sont sous antidépresseurs. Alors qu'on sait que c'est qu'un problème de dérèglement hormonal. Alors que les femmes pensent qu'elles installent une vraie dépression. Je vois des femmes en arrêt de travail sous antidépresseurs parce qu'elles sont simplement en péri ou post-ménopause. Il y a aussi des troubles, des douleurs articulaires. Ça, c'est important pour certaines professions. Il y a des femmes qui ont vraiment du mal et qui ont ce qu'on appelle un dérouillage matinal. Elles sont obligées le matin de vraiment bouger avec difficulté. Il leur faut du temps pour pouvoir retrouver une activité normale. Il y a des femmes qui ne peuvent plus avoir l'activité physique qu'elles avaient préalablement du fait de douleurs multiples articulaires. Donc, c'est des choses vraies qui sont prouvées et en lien avec le déséquilibre hormonal et l'absence d'œstrogène quand la ménopause est installée. Donc, je vous ai parlé des troubles de l'humeur, de la fatigue. Il y a des troubles de concentration, des pertes de mémorisation. Des femmes, quand elles ont un travail avec une certaine responsabilité, parfois se disent, mais je ne peux plus aller plus loin, je ne peux plus tenir une conférence éventuellement. J'ai les bouffées de chaleur qui font que j'ai un malaise et je suis obligée de sortir, ou même je sens que je n'ai plus les mêmes compétences intellectuelles. Donc, vous voyez comme quoi ça peut vraiment avoir une répercussion à tous les niveaux. Alors, bien sûr, dans sa vie personnelle, dans sa vie relationnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et puis, c'est une période qui peut être vécue. Les femmes ont, je veux dire, c'est dommage de le dire, mais les femmes ont honte de parler de ce qu'elles ressentent et du fait qu'elles soient ménopausées. La plupart des femmes n'en parlent pas avec leurs amis, elles n'en parlent même pas avec leurs partenaires, elles n'en parlent sûrement pas sur le milieu professionnel parce qu'elles ont peur de la vision qu'on a négative d'une femme ménopausée de la cinquantaine. Il faut quand même savoir que pour la société, globalement, avoir 50 ans, être ménopausée, c'est du déclin. C'est vécu comme cela. Alors que ce n'est pas ça du tout. Ces femmes peuvent avoir des troubles, mais c'est des troubles que l'on peut tout à fait gérer, qui seront transitoires et qui peuvent être tout à fait compensés par une thérapeutique ou un accompagnement. Donc, c'est quand même important de savoir que cette femme va le vivre comme ça et qu'elle aura peur, elle aura la honte de s'exprimer ou de montrer qu'elle a des bouffées de chaleur. Et puis, dans ce qui peut aussi impacter l'activité professionnelle, donc il y a aussi les difficultés génito-urinaires et notamment des femmes qui auront des fréquentes cystites, donc des brûlures urinaires, des envies d'uriner fréquentes, plus d'incontinence urinaire et qui ont besoin de pouvoir avoir accès à des toilettes pas trop loin, sans difficulté. Donc, c'est
vraiment important qu'au niveau du milieu professionnel aussi, il y ait la possibilité pour les femmes d'abord de pouvoir s'hydrater parce que quand on a une bouffée de chaleur, on peut avoir besoin de s'hydrater puisqu'il y a des sueurs associées. On a besoin d'être dans un endroit qui puisse être climatisé ou au moins qu'on puisse ouvrir pour retrouver un peu d'air. Et puis, la possibilité d'avoir accès éventuellement à des toilettes sans difficulté. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître pour que les femmes puissent simplement les prendre en charge quand elles en ont besoin ou qu'elles puissent éventuellement, elles, repérer déjà que si elles ressentent tout ça, c'est pas simplement du vieillissement, parce qu'il y a un gros mélange entre ménopause égale vieillissement. Cinquantaine d'une femme, c'est vieillir, alors que je suis désolée hein, pour les hommes, avoir 50 ans, prendre un petit peu de poids, avoir des rides, des tempes grisonnantes ou même une alopécie, c'est vécu au contraire comme quelqu'un qui est expérimenté, qui a de l'expérience, avec qui on va pouvoir faire quelque chose, peut-être encore mieux. Une femme qui vient vous dire, ben là, j'ai 50 ans, j'ai des bouffées de chaleur et j'ai des douleurs, on va la vivre plutôt dans le déclin. Donc, c'est vraiment important qu'on sache que cette période ménopausique, elle va avoir une répercussion dans le parcours éventuel professionnel de cette femme. Est-ce que tu peux aussi ajouter un petit mot sur la prévention qu'il faut faire au moment de la ménopause sur ostéoporose et cardiovasculaire? Alors, ça, c'est donc, je vous ai décrit la symptomatologie qu'on appelle climatérique, qui correspond à la carence œstrogénique, hein, au fait que l'ovaire ne sécrète plus l'hormone féminine, l'œstradiol. Mais donc, il y a cette symptomatologie. Alors, toutes les femmes n'ont pas cette symptomatologie. Il faut que je vous dise quand même qu'on va dire qu'il y a plus de 80% des femmes qui ont un ou des troubles et qui vont durer pour certaines 1 an, pour d'autres 5 ans, pour d'autres 10 ans. Hein. Les bouffées de chaleur, ça peut durer en moyenne, c'est 7 ans et demi. Donc, vous voyez, il y a des femmes qui en ont pendant 15 ans. Donc, ça nécessite d'être pris en charge quand même. Donc, il y a cette symptomatologie climatérique, mais dans la carence œstrogénique, il faut savoir que tous les tissus et les organes féminins ont des récepteurs aux œstrogènes et que notamment sur le plan cardiovasculaire et sur le plan osseux, voire neurocognitif, on a un petit point d'interrogation, mais qui est en train de disparaître. Le fait d'être en carence œstrogénique peut être responsable de plus de pathologies cardiovasculaires et on en parle de plus en plus, hein, que les femmes ne pensent pas qu'elles puissent faire un infarctus parce que c'est l'infarctus, c'est la pathologie cardiovasculaire de l'homme après 50 ans. Mais non, hein, on a un croisement des courbes des infarctus au moment de la ménopause. Avant la ménopause, les femmes sont protégées par les œstrogènes, elles font moins d'infarctus. Après la ménopause, elles font plus d'infarctus que les hommes. Et il faut savoir que sur le plan cardiovasculaire aussi, la symptomatologie des pathologies cardiovasculaires n'est pas la même et que les femmes ne pensent pas toujours qu'elles peuvent avoir un problème cardiovasculaire et quand elles ont une petite tension pectorale, là, une petite douleur, elles se disent oh, ben, c'est parce que je suis stressée. Mais non, il faut toujours penser quand même que ça peut être un problème cardiovasculaire. Donc, il faut faire de la prévention du métabolisme, bien sûr, de la prévention au niveau du poids, au niveau de la glycémie, le risque de diabète et d'hypercholestérolémie. Et puis l'autre facteur de risque de la carence œstrogénique qui est peut-être plus connu et qu'on prenait beaucoup plus en charge avant, quand on prescrivait plus largement un traitement hormonal de ménopause, c'est l'ostéoporose fracturaire. En fait, on perd de la trame osseuse avec le vieillissement. Les œstrogènes sont très importants pour l'unité fonctionnelle osseuse. Ils maintiennent un capital osseux et il y a une perte osseuse rapide dans les premières années de ménopause qui font que les femmes peuvent avoir des os fragiles et des fractures qui peuvent être graves. Hein, on peut avoir une fracture du col du fémur et en mourir. Il y a des complications de fracture. Donc, l'ostéoporose est importante. Donc, quand on a 50 ans, ou en tout cas, moi je pense que tout professionnel de santé qui rencontre une femme entre 45 et 55 ans doit s'inquiéter de l'état périménopausique ou ménopausique. Il est important de s'inquiéter du climatère en explicitant tous les troubles que je vous ai donnés pour que la femme puisse dire ah bah oui quand même c'est vrai j'ai ressenti ça je pensais pas que c'était vous voyez et donc qu'on puisse permettre à cette femme de comprendre ce qui lui arrive, c'est tellement important de comprendre ce qui nous arrive, et ensuite voir si on n'a pas des patientes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires, des facteurs de risque osseux, voire des facteurs de risque, bien sûr, mais ça on y pense toujours, carcinologiques en fonction de l'histoire familiale et personnelle. Merci beaucoup, Brigitte. C'est une consultation de la cinquantaine qui est riche. Est-ce que Tatiana, docteur Legobi,
vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vous voyez un peu en consultation en tant que médecin du travail par rapport à la ménopause? Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de participer et discuter de ce sujet. Le retour de ma pratique, je vous confirme, il y a un sujet tabou autour de la ménopause et périménopause. En visite de santé au travail, il y a très très peu de femmes. C'est exceptionnel que les femmes parlent des symptômes de ménopause. On interroge bien sûr d'abord les femmes sur leur poste de travail. C'est notre métier. Ensuite, sur l'état de santé, les facteurs de risque pour la prévention en général. On a un grand rôle dans l'orientation, dans le parcours de soins. Notamment, bien sûr, on parle toujours de prévention, notamment des mammographies. Euh, ma consoeur, Madame la docteur Laton, va parler de l'importance à partir de cinquantaine. Donc, Oui. même les rares femmes qui abordent le sujet, qui Tatiana, répondent, je me permets juste de qui vous couper signalent une seconde. les symptômes, en parlent avec beaucoup de pudeur, beaucoup de gêne, d'une petite voix, presque en s'excusant. Et évoquent certains troubles comme normal pour l'âge. Et Ah, on n'entend plus. Tatiana, est-ce que tu nous entends? oui, Ouais, oui, j'ai coupé ta vidéo parce que le réseau était pas très bon. Mais oui, je pense que le réseau n'est pas terrible. En tout cas, chez c'est nous, bon là. c'est... Sans vidéo, ça a l'air OK. Tu peux continuer. Pardon. Oui, je continue du coup. Ouais, on t'entend là. C'est bon. Donc, j'étais en train de dire que les femmes évoquent leurs symptômes comme normaux pour l'âge. Notamment, on les interroge activement sur les troubles du sommeil, parce que c'est très important pour la conduite, c'est très important pour la vigilance diurne dans plusieurs métiers. Et enfin, souvent, elles nous répondent, oui, ben, c'est normal, c'est comme ça, voilà. Donc, pourtant, il faut pas. Enfin, c'est très très important parce que les troubles du sommeil provoquent aussi les troubles de l'humeur, baisse de l'attention, baisse de la performance et aussi effectivement ça a un impact à la longue impact psychologique parce que c'est pas on vient au travail pour s'accomplir aussi. C'est agréable d'être performant et réalisé. Voilà. Donc, c'est clair et net, c'est un sujet tabou dans le monde du travail. Probablement, nous, les professionnels de santé, avons notre part de responsabilité aussi. Parce que on est très centré maladie, on est très centré, bien sûr, voilà, la prévention des sujets les plus répandus. On parle plus facilement des maladies identifiées et pas des états subnormaux faisant partie de la vie, comme on dit. Ce n'est pas le premier sujet auquel on pense. Et donc, on devrait réfléchir sur nos pratiques parce que l'impact probablement est plus important que ce qu'on le sait là au quotidien. Et vu le nombre effectivement de femmes en ménopause et périménopause au travail, probablement l'impact est plus important. Voilà. Donc, c'est un sujet tabou et il y a des choses à faire.
Ça fait parfaitement la transition avec la partie 2 qui était, du coup, on a identifié que la ménopause pouvait être un problème à cause de la symptomatologie pour certains collaborateurs, que c'était pas forcément hyper bien pris en charge par le système de santé publique. Maintenant, que doit faire l'entreprise et comment bien accompagner les collaboratrices durant cette phase de transition? Donc, bah, je dirais que Tatiana, tu as fait la bonne transition parce que justement, on peut peut-être commencer par dire que du coup, le médecin du travail a aussi un rôle à jouer de guider les femmes, les aider à mettre le doigt sur leurs symptômes. Est-ce que tu veux me redire un mot par rapport à ça? Comment tu vois le rôle du médecin du travail par rapport à ce premier thème de l'accompagnement? Euh, et effectivement, le médecin du travail, par définition, c'est le médecin qui connaît le plus sur le poste de travail et conditions de travail de la personne, de la femme en question. Certes, nos visites sont actuellement plus espacées, mais il y a toujours la possibilité de visite à la demande ou les occasions de rencontrer les femmes, ou maintenant on fait plus en plus d'actions de prévention euh, de collective. Donc, il faut activement intégrer ce sujet dans notre fonctionnement. Déjà, c'est information, sensibilisation des femmes et des professionnels de santé d'ailleurs, participant à la prise en charge et participant à la santé au travail. Accompagnement des collaboratrices, repérage d'ailleurs des collaboratrices avec les symptômes sévères impactant les conditions de travail. On peut avoir aussi une réflexion sur les postes de travail qui peuvent être problématiques ou au contraire, ceux qui peuvent être plus faciles à réaliser, plus adaptables, postes de reclassement, parfois on dit. Mais pas, c'est pas forcément un reclassement, c'est juste si on a réfléchi à l'avance des facteurs facilitants, on peut les appliquer plus vite. Donc, on a effectivement un grand rôle à jouer. Maintenant, on travaille plus largement avec toute une équipe pluridisciplinaire. Donc, on peut aussi, que ce soit impliquer cette équipe dans les actions collectives, mais également dans le repérage et accompagnement des femmes. Donc, après, concrètement, par rapport à adaptation et aménagement des postes, il faut d'abord donc voir, connaître plus précisément le poste et les conditions de travail. Est-ce que la femme se déplace beaucoup? Est-ce que les horaires sont réguliers? Est-ce qu'il y a beaucoup de réunions et sous quelle forme? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress? Et puis, engager un dialogue avec l'employeur pour trouver des solutions. Mais c'est d'autant plus facile quand tout le monde est sensibilisé. Pareil, les femmes, il faut sortir de ce tabou, hein, et parler plus librement, concrètement, pour les rendre actives dans leur démarche et, aussi, je pense, orientées dans le parcours de soins. Pour que, je pense que la femme aussi, c'est important, j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que parfois les femmes, quand elles minimisent beaucoup les symptômes, je leur dis, voilà, vous pouvez par exemple dire à votre médecin traitant à quoi vous avez renoncé ou comment ça impacte votre vie. Parce qu'elles me disent, oui, mais on ne me prescrit pas ça ou on ne m'écoute pas. Mais parfois, je leur dis, mais vous notez, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ci. Et concrètement, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas allée à la piscine. Demain, ben voilà, avant-hier, je n'ai pas pu, j'avais honte en réunion. Vous voyez, ça illustre et pour peut-être chercher les solutions et ensemble modifier peut-être thérapeutique, quitte à faire de manière temporaire, voire chercher un autre spécialiste peut-être plus sensibilisé sur la question. Mais bon, c'est délicat entre les confrères, mais parfois, non, mais c'est vrai, hein, enfin, je vous dis la vérité, hein. C'est rare, bien sûr, mais il faut, plus important, nous, notre éthique médicale veut que c'est d'abord la personne, en fait, le salarié, le patient, comment, voilà. C'est
Donc, il y a toujours des solutions et je suis optimiste. Merci beaucoup, Tatiana. Est-ce que Axel, tu veux ajouter un mot parce que Tatiana l'a dit à un moment, pour pouvoir aussi informer le reste des collaborateurs, il faut ouvrir la discussion sur le sujet de la ménopause en entreprise. Tout ne se passe pas dans la consultation en privé avec le médecin du travail. Comment tu peux revenir un peu sur vous, ce que vous avez fait chez Auchan et sur pourquoi vous avez voulu faire ça? Alors, on l'a amorcé, hein, comme je l'ai présenté tout à l'heure à Auchan, donc déjà avec cette première visioconférence. Moi, je reste convaincue qu'informer et sensibiliser, bien sûr les femmes, mais aussi les hommes dans l'entreprise, moi, je reste convaincue qu'il faut se sentir en fait légitime de pouvoir aborder le sujet au travail. Et que nos managers, enfin l'ensemble ouais, nos managers doivent être aussi hommes-femmes, amenés à réfléchir aussi au sujet parce qu'on peut être amené à réfléchir à l'organisation du travail. On peut être managé par des femmes qui sont en cours de ménopause, on peut avoir à manager des femmes qui sont confrontées à la ménopause, et de ce fait, il ne faut pas exclure les hommes en fait de l'information qu'on va pouvoir donner en entreprise, hein. Parce qu'ils ont une mère, ils ont peut-être une femme, et en tout cas, ils travaillent en tout cas avec des femmes. Donc ça j'en suis convaincue. Euh, C'était extrêmement intéressant de pouvoir échanger avec des RRH la semaine dernière, justement, par rapport à la visioconférence qu'on a fait ensemble à Auchan, de voir à quel point beaucoup d'entre elles sont vraiment, ont énormément de questions, enfin, se questionnent énormément sur qu'est-ce que je peux faire pour moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour mes collaboratrices. Et donc, on n'est qu'au début, hein, pour l'instant, mais je reste convaincue qu'on a beaucoup de choses à faire et que euh, réfléchir autour de l'organisation du travail et que ce qu'on peut proposer à nos collaboratrices, il y a plein de choses très simples, très, très simples à mettre en place selon les postes de travail. Enfin, l'accès au point d'eau, pouvoir prendre plus de pauses. Moi, j'ai géré un périmètre assez gros dans un hypermarché, puisque c'était un secteur caisse où il y avait quand même plus de 200 collaborateurs, donc majoritairement des femmes. Le simple fait déjà de proposer d'installer des ventilateurs à leur poste de travail quand on est sur des périodes où il fait un petit peu plus chaud mais ça peut paraître stupide, mais il y a tellement de choses qu'on doit être capable de mettre en place en entreprise pour leur apporter un minimum de confort dans ce qu'elles vivent, euh, que voilà, ça me semble. Il faut repenser l'environnement de travail, en fait, quand elles sont à cette période-là. Super. Donc, si je résume, pour conclure sur cette partie, ce que peut faire l'entreprise pour mieux accompagner les collaborateurs dans la phase de transition de la périménopause et de la ménopause, c'est sensibiliser tout le monde au sujet, que ce soit les hommes, les femmes, quel que soit leur âge, pour juste qu'on soit dans une meilleure écoute de l'autre, dans un meilleur niveau de communication. Deuxièmement, plus impliquer aussi les médecins du travail, les former sur la ménopause, rendre ça un peu plus systématique. Ils essayent toujours de creuser sur les symptômes pour les identifier, éventuellement proposer des aménagements du poste de travail ou éventuellement rediriger vers un spécialiste s'ils sentent que la femme a vraiment besoin, par exemple, d'accéder à un traitement. Et troisièmement, réfléchir à l'aménagement du travail. Donc, est-ce qu'il y a trop de stress au travail? Est-ce qu'on peut aménager avec des ventilateurs, etc. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à la partie suivante? Moi, je voudrais simplement vous rappeler qu'on a fait une conférence de presse sur la ménopause il y a 2 ans et avec un laboratoire, on avait fait une petite affiche et cette affiche, c'était la ménopause, ça se passe tellement mieux quand on en parle. Rien que ça, rien que ça. Mm. En parler, ne pas avoir honte, savoir que ça existe, savoir que bien sûr c'est physiologique, bien sûr que certaines femmes vont pas être touchées du tout. Mais je voudrais rappeler, quand je disais de toute façon 80% des femmes ont des troubles, elles n'ont pas toutes des troubles majeurs. Mais il y a 20% des femmes, et on a fait une étude récente sur 5000 femmes en 2020, c'est récent, 20% des femmes disent que l'impact sur leur qualité de vie est de 8 à 10. Sur 10. Non, 8 à 10, le max de Mm. l'impact de qualité de vie. Donc évidemment, si vous avez dans vos collaborateurs une femme qui est avec un impact de vie à 8 à 10 sur sa ménopause, il est évident que ça ira pas sur le plan professionnel. Mm. Mm. Voilà, donc Mm. c'est mieux quand on en parle, tout simplement.
Excusez-moi, elle est où cette affiche? Alors, c'est une affiche qu'on a sortie avec le GMV et Oui, le laboratoire Vichy. d'accord. Le On avait GMB, fait c'est pas mal d'affiches qu'on a distribuées. Et puis, bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin. C'est toujours pareil. On essaie de faire des choses, mais c'est compliqué. Je suis ravie. Ben, je ne sais pas si tout le monde hier était devant cette télévision, peut-être pas pour le débat, mais sur Arte, il y avait un documentaire sur D'accord. des cas de femmes qui parlaient de leur ménopause. C'est sur replay, je vous assure. Allez regarder si vous avez le temps et vous allez voir ce que vivent les femmes, ce que ressentent les femmes, comment elles perçoivent tout ça, comment le regard des autres. C'est extrêmement bien fait. Merci. Merci. Bah, on pourra refaire des affiches éventuellement aussi si Ouais, je les gens pense. sont Je pense intéressés. que les affiches sont faire. Oui, c'est tellement mieux quand on en parle. Je trouve que c'était très bien. On va faire des Super. affiches. Il nous reste 2 parties et il reste 18 minutes, donc on va essayer d'être rapide. La partie 4, c'est quels sont les bénéfices pour l'entreprise et pour les salariés de s'emparer du sujet. Bon, je pense qu'on a déjà un peu fait le tour, mais est-ce que par exemple, Axel ou Thibaut, vous voulez ajouter quelque chose sur les index d'égalité hommes-femmes, les objectifs RSE, ce genre de choses? Alors, je sais pas si Axel, je te laisse commencer ou comment? Comme tu veux. Vas-y, Thibaut. Vas-y. Bon, non, enfin, je crois que sur le bénéfice pour les entreprises, on est dans un monde où on a besoin d'attractivité. Et donc, s'occuper des gens, quelle que soit la situation, et comprendre les gens, quelle que soit la situation, ramène l'entreprise à l'humain. On a souvent tendance à l'oublier. Donc, le fait de, enfin, sur cette question-là comme sur d'autres, l'entreprise va redevenir plus humaine parce qu'elle va s'intéresser aux gens tout simplement. Donc le bénéfice, c'est ça. Et dans un monde où on est en tension sur le marché du travail, les salariés qui considèrent une boîte qui est humaine aura l'avantage à celle qui est considérée comme inhumaine. Donc le premier avantage, il est là. Sans aller même jusqu'à la notion de RSE qui me paraît évidente, qui devrait quand même amener les entreprises à réfléchir différemment sur la question de la performance pour la performance. Elle doit amener l'entreprise aujourd'hui à se dire quelle est ma place dans la société, est-ce que je suis une entreprise citoyenne? Et ça ne passe que, de mon point de vue, par s'intéresser aux gens. Donc le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est juste comprendre le sujet et puis travailler sur la notion de confiance. Parce que ce que je constate, on parle de prévention large, hein, on a un déficit de confiance qui ne se réduit pas, me semble-t-il, en France. Ouais, plus les années passent, plus je trouve qu'il y a de la défiance entre les salariés et les employeurs. Il y a un déficit de compréhension de ce qu'est l'autre. Donc la femme à cet âge-là, mais pas qu'à cet âge-là. Les situations familiales, la situation d'aidance, je l'ai cité tout à l'heure. Bah, elle a tout à gagner l'entreprise à considérer les gens dans leur trajectoire de vie avec leurs problématiques, qu'elles soient physiologiques, comme le cas d'aujourd'hui, qu'elles soient une maladie, parce que vous voyez, sur les maladies chroniques, c'est 30% des gens qui sont touchés sur les maladies chroniques. Donc, je veux dire, c'est dans la vie de tout le monde. Tout le monde est touché à un moment donné, de près ou de loin, par la maladie chronique. Il y a des moments de vie. Voilà, donc je pense qu'elle a y gagné l'humanité. Et donc, quelque part, les salariés vont bien le lui rendre. Parce que je vois la différence, hein. Quand le salarié il est bien, bah, il travaille sereinement, donc sans aller sur de la performance, parce que commence à me méfier en fait de ce mot-là, mais euh, forcément il va rendre le service pour lequel il est attendu de manière beaucoup plus sereine et ça se perçoit. Vous voyez quand quelqu'un est souriant et bien, il transmet une énergie, ça se voit. Enfin, quand vous avez quelqu'un au téléphone qui est bien dans ses baskets, qui sourit, ça transmet quelque chose qui est positif. Donc je suis je suis assez convaincu que travailler sur ces sujets-là vont faire d'une entreprise qu'elle marche beaucoup mieux en réalité. Bah, du coup, j'ai plus grand-chose à dire. Thibaut, tu en as dit beaucoup, mais c'est vrai, tu as raison. Moi, je suis convaincue que ça relève de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Enfin, la santé de la femme au travail est primordiale. Et, euh, et le fait de lever ce tabou et de pouvoir en parler, bah forcément, ça n'aura qu'un impact positif auprès de tous, enfin, auprès d'une dynamique d'équipe, l'épanouissement de la femme au travail. Donc,
Après, il y a des mots enfin, si, il faut parler aussi de productivité. Enfin, évidemment que ça a un impact sur la performance de l'entreprise, puisque à un moment donné, si on est capable d'identifier les mots, on est capable d'accompagner nos collaboratrices et bien sûr, bah, de diminuer aussi l'absentéisme quand on est en mesure de mettre en place bah, de la prévention, de l'accompagnement, du dialogue, de l'organisation du travail. Enfin, voilà, donc je suis convaincue que on a tous à y gagner de toute façon. Merci beaucoup. Et Et toutes surtout. la confiance, enfin, si je veux renforcer le propos sur la notion de confiance, c'est pour moi l'enjeu essentiel pour l'entreprise de demain. Et cette capacité à parler des sujets. Bien sûr. Dire naturellement, parce qu'on a évoqué, quand on préparait ce webinaire, j'ai dit sans doute une bêtise, mais j'ai fait l'analogie avec des symptômes. Vous savez, quand vous avez envie de tousser, vous êtes dans un endroit où vous savez que vous ne pouvez pas tousser. Ben, en fait, ça se décuple, vous avez 10 fois plus envie de tousser, vous êtes gêné, etc. Et le fait qu'on ne soit pas en capacité de dire j'ai un problème, j'ai une gêne. Vous voyez, la question du handicap aussi, c'est plus la question aujourd'hui juridiquement de la gêne au travail. Si on arrive à en parler librement, en fait, on dédramatise les choses et on se sent beaucoup mieux. Et donc, les symptômes, à mon avis, vont de pair. Ils diminuent. Donc, tout le monde est gagnant sur le fait de pouvoir juste s'exprimer et d'être compris et d'être accepté juste avec voilà, un moment de difficulté, etc. Donc, et la confiance et la communication sont essentielles pour arriver à ça. Et si je peux juste ajouter un point, Mathilde, qui me semble important après avoir entendu tout le monde aussi, c'est le lien entre l'entreprise et le médecin du travail est fondamental. Parce que je me suis quand même largement rendu compte que beaucoup de femmes arrivées à l'âge de la ménopause sont complètement déconnectées du monde médical. C'est-à-dire qu'elles estiment qu'à un moment donné, ben voilà, elles sont ménopausées. Donc en fait, il n'y a plus lieu de se faire suivre médicalement parlant. Et c'est donc hyper important qu'on soit là, enfin avec les médecins du travail aussi, pour à un moment donné rappeler à ces femmes-là qu'elles ont le droit, en fait, qu'elles doivent continuer à se faire suivre par un médecin, par un gynécologue, peu importe, mais qu'il faut surtout pas arrêter, en fait. Il faut Mm. surtout pas arrêter. Mais c'est assez inquiétant quand même de voir, alors je ne sais pas si le docteur Leton, on a des chiffres ou pas, mais de se dire que beaucoup de femmes, finalement, sont, à un moment donné, arrêtent, en fait, arrêtent complètement d'être suivies. Tout à fait, tout à fait. En fait, comme je le disais en introduction, les femmes n'ont plus besoin d'être prises en charge du fait de difficultés menstruelles ou de contraception. Et elles se disent, bon, bah là, c'est terminé, hein, j'ai plus la peine d'aller voir un gynéco. D'autant qu'on a fait passer aussi le message qu'en dépistage organisé sur le plan cervical, l'examen se fait tous les 5 ans. Donc, elles se disent, bon, si je viens tous les 5 ans, c'est bien. Et pas du tout, parce que l'examen annuel est absolument nécessaire. Il faut bien savoir que le pic des cancers, c'est entre 50 et 65 ans. Donc, la femme a quand même le risque d'un cancer du col, le risque d'un cancer de l'endomètre, la muqueuse de l'utérus, le risque de cancer de l'ovaire, le risque de cancer du sein. Donc, ce sont surtout le cancer du sein, hein, vous savez bien que ça touche une femme sur 8. Les femmes, elles doivent absolument se faire examiner une fois par an et surtout bénéficier de clichés mammographiques régulièrement, au moins tous les 2 ans. Et puis, surtout, la consultation permettra de faire du dépistage, faire de la prévention et prendre en charge la symptomatologie qu'elle va à ce moment-là peut-être évoquer dans la consultation. Merci beaucoup. On rentre maintenant dans la dernière partie. La dernière partie, on l'a un peu imaginée pour les personnes qui voudraient porter le sujet en interne et qui auraient éventuellement des personnes qui auraient des contre-arguments à leur opposer. Donc, que répondre pour essayer de porter ce combat en interne et de convaincre des personnes qui ne seraient pas déjà convaincues que c'est un sujet pour l'entreprise. Donc, le premier contre-argument qu'on a imaginé, on y a déjà un peu répondu, donc je vais juste passer vite dessus. Je pense que les deux d'après sont plus intéressants. C'est que répondre à ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Donc là, c'est un peu ce que Thibaut et Axel viennent de couvrir, dans le sens où c'est le rôle de l'entreprise de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Les collaborateurs seront d'autant plus contents de venir travailler. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'entreprise a besoin d'être attractive. Deuxièmement, ce qu'a dit Brigitte et ce qu'a dit Axel aussi, c'est le rôle de l'entreprise parce que les femmes, elles sont désinvesties du parcours de soins à partir du moment où elles sont ménopausées. Donc, il faut bien que quelqu'un les raccroche. Et l'endroit où elles vont et où elles ont accès à un médecin du travail, c'est l'entreprise. Donc, l'entreprise peut permettre de raccrocher des femmes aussi dans un parcours de soins.
Et puis voilà, le troisième point, c'est que aussi, même si elles sont toujours suivies par un gynécologue ou par un médecin généraliste, il y en a beaucoup qui sont pas très formés sur la ménopause ou qui n'ont pas beaucoup de temps à passer sur ça. Et donc, l'entreprise peut aussi apporter un niveau d'expertise et d'information supplémentaire auquel les femmes n'auraient pas forcément accès en demandant à leur médecin généraliste ou à leur gynécologue de famille, entre guillemets. Donc, passons d'abord à la deuxième question parce qu'il reste 9 minutes et qu'elle est, à mon sens, plus intéressante. Que répondre à c'est stigmatisant pour les femmes de traiter ce sujet dans l'entreprise? Donc là, j'avais mis Axel et Brigitte pour répondre à cette question. Je ne sais pas si l'une de vous deux veut commencer. Tu peux me répéter, là, j'ai été interrompue. Dis-moi. C'est que répondre à quelqu'un qui dirait c'est stigmatisant pour les femmes de trop en parler en entreprise? C'est ce que je vous disais, c'est que non seulement c'est stigmatisant d'en parler, même dans son entourage proche, parce que c'est vécu comme une honte, et donc il faut absolument, et c'est le titre de l'affiche, hein, la ménopause, ça se passe mieux quand on en parle, il faut dédramatiser, il faut absolument qu'on en parle régulièrement, que ce soit plus un tabou, qu'on puisse exprimer tout ça. Évidemment que c'est encore plus dur dans le milieu professionnel, parce qu'on a un regard négatif sur la ménopause, mais ça doit évoluer. Il faut qu'on arrête d'avoir ce regard négatif sur la ménopause. Donc justement, ça ne sera pas stigmatisant parce que vu qu'on en parlera, ça déstigmatisera. Et je pense, Je pense que oui, je je l'espère. pense que ce serait moins stigmatisant si à un moment donné on en parle dans l'entreprise, mais qu'on ouvre la discussion à tous. Et j'insiste pour que les hommes fassent partie sûr. aussi de la discussion. Ça ne C'est- doit pas être juste je fais des réunions et j'invite que mes collaboratrices. Non, non, c'est en parler à tous en fait. Et là, ce sera beaucoup moins stigmatisant. Et je pense qu'un point aussi que Brigitte a abordé plusieurs fois dans la présentation, c'est de dire aussi que ça ne concerne pas toutes les femmes. Parce qu'il ne faut pas associer l'image de ménopause à maladie et toutes les femmes sont un peu en incapacité. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut juste être là pour les Pas que personnes qui le sont. Moi, j'ai voulu vous donner toute la symptomatologie, tout ce qui peut se passer et qu'on ne rattache pas toujours à la carence œstrogénique. Mais il faut bien dire qu'une femme sur deux va justement vivre cette ménopause positivement parce qu'elle aura très peu de troubles. Après, il y a une femme sur quatre qui va aller très mal. Je vous ai dit un impact majeur et qui doit absolument être prise en charge. Et puis, il y a 25% des femmes qui ont des troubles, qui vont être prises en charge quelque temps, qui vont admettre ce qui se passe, qui auront besoin d'être un peu soutenues. Donc non, il y a une femme sur deux qui va traverser cette tranche de vie sans trop de difficultés et qui n'aura pas vraiment de répercussions. Mais moi, je tiens beaucoup à ces 25% de femmes qui vont très mal. Mm. Il faut absolument accompagner. Merci. Excusez-moi. Oui. Et j'avais juste à ajouter que c'est encore un argument d'en parler parce que si, si une femme vit ça pas trop mal, ça ne Oui, signifie pas que juste sa collègue à alors, côté c'est très variable. est très impactée. Donc, Ouais, à chacun sa situation. Il c'est ça. faut être bienveillant, discuter, prendre en charge, accompagner et informer que ça peut être différent. C'est pas la peine de faire non plus, oh ben moi j'ai ça, donc c'est rien, etc. C'est une variabilité extrême. Hum, hum. Et donc, il faut que ça soit discuté, dédramatisé, comme vous dites. Je suis complètement d'accord. Et acceptation, bienveillance, voilà, une entreprise humaine, comme disait Thibault. Voilà. Oui, je me permets de dire, méfions-nous des jugements. Hum, Je constate tous les jours, et moi le premier, hein. On a tendance à juger par rapport à ses propres repères. hum, Et c'est pour ça que le fait d'en parler, le fait de dire, même ça peut être autre chose et tout le monde ne vit pas la même chose. Je prends un exemple qui n'a rien à voir sur quelqu'un qui a eu chez nous une problématique de santé, une fracture. Pendant un an, il était out. Et on était tous à se dire, mais pourquoi il est out? Il aurait pu continuer à travailler, revenir travailler, etc. Puis quand on l'a vu et quand on a discuté avec lui, on a compris pourquoi il était out. C'était beaucoup plus grave. Et la guérison n'était pas hum, du tout faite et on a tous tendance à faire des jugements hâtifs. C'est pour hum, ça que je Mm. communiquer, parler, c'est essentiel pour remettre son jugement de côté. hum. Merci beaucoup. La dernière question, et puis après, on pourra peut-être prendre une ou deux questions de l'audience si jamais il y en a. C'est que répondre à quelqu'un qui dirait
ah bah la ménopause, ok, mais il y a trop de sujets de santé qu'on doit prendre en compte dans l'entreprise, on peut pas tout faire. On doit déjà faire une conférence sur l'endométriose, sur le retour de congé mat, sur le cancer du sein pour Octobre Rose. On peut pas tout faire. Comment aider les gens aussi et peut-être structurer leur approche. Donc là, j'avais mis Brigitte et Tatiana ou Axel pour répondre à cette question. Donc, qui veut? Bah, moi, je voudrais dire rapidement que, bon, l'endométriose, d'accord, mais c'est 40% des femmes qui ont mal et 10% des femmes qui ont des problèmes de fertilité. C'est quand même pas toutes les femmes. La ménopause, c'est toutes les femmes. Alors, même si l'impact n'est pas le même, elles ont toutes besoin de savoir ce que ça signifie et qu'elles puissent repérer, tiens, moi, je ressens ça, c'est à cause de ça, et j'ai la possibilité d'être accompagnée comme ci ou comme ça. Donc, je pense que toutes les femmes doivent être informées. Et je pense que c'est un sujet majeur. Merci Brigitte. Et puis, moi, je voulais dire que comme la population au travail vieillit globalement, on travaille de plus en plus longtemps. C'est un sujet d'autant plus important. Également, c'est l'âge où les gens ont de l'expérience, ils peuvent ils peuvent s'épanouir vraiment dans le monde professionnel, d'apporter quelque chose à l'entreprise. Ça aussi, ça me semble important. Également, vous voyez, c'est un sujet où probablement ça existe déjà le problème, et le problème est un tout petit peu caché sous le tapis, hein. Donc, bon, rien que statistiquement, comme disait Dr Latombe, il y a un certain nombre de femmes qui supportent très mal actuellement et qui le cachent et qui se débrouillent comme elles peuvent. Donc, c'est un sujet, il faut le mettre à jour et le mieux et plus rapidement possible, hein. Enfin, ça existe, mais on ne le voit pas. Il y a des femmes qui, dans leur parcours professionnel, quand elles sont vraiment performantes, se limitent. Il y en a même qui disent, ah ben non, je ne vais pas briguer tel ou tel poste parce que je suis plus capable. Et c'est simplement parce qu'elles ont une symptomatologie qui va pas durer et qu'on doit simplement accompagner. Donc, on perd des compétences. Mm. Je voudrais juste ajouter une chose pour les entreprises. Comment aborder ce sujet-là? Je pense qu'il faut parler, si c'est vraiment tabou dans les entreprises dans lesquelles vous êtes et que vous ne savez pas trop comment articuler ça, partir de la santé du travail, c'est un sujet qui va permettre en fait de pouvoir inclure des sous-parties et qui vous permettra d'aborder peut-être la ménopause, l'endométriose et tout un tas de sujets qui vont s'intégrer complètement dans ce sujet qui est beaucoup plus facile dans une première réunion de dire bah voilà, on va peut-être commencer à aborder dans notre RSE, on est sur l'équité, sur l'égalité homme-femme, parlons de la santé des femmes au travail. Et vous pouvez vous appuyer justement sur ce rapport qui a été fait au Sénat et vous pouvez commencer à enclencher finalement les discussions. C'est peut-être moins frontal ou moins brutal si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce sujet. C'est ce qu'on avait partagé par exemple avec Axel et je pense que ça fonctionne très bien dans les entreprises qui n'ont pas encore peut-être amorcé ce genre d'action de prévention. Et puis je rajouterais juste un petit sujet. Brigitte, tu ne l'as pas mentionné, mais il y a un facteur aussi qui accentue certains symptômes, c'est la consommation d'alcool, et Ah notamment oui, chez les femmes, à cette période-là où tabac et le tabac. et le Et tabac, le mais ça, tabac, moi, ça augmente la l'alcool, en tout chaleur. cas, l'alcool augmente beaucoup les bouffées de chaleur, la Bien transpiration sûr. nocturne et tout ça, Ouais, tous ces ouais. sujets-là. Et soyez vigilantes, notamment à cet âge-là, parce que quand vous avez des symptômes un peu dépressifs et autres, c'est vrai que l'alcool peut être le premier anxiolytique à disposition. Et on peut vite, en fait, avoir des conduites qui peuvent être à risque. Et surtout, ça accentue les symptômes. Voilà. Bien Merci. sûr. Et puis ça augmente le risque de cancer mammaire, par exemple. Oui, Alors, voilà. sont- 30%. Ah non, mais je veux dire, il faut vraiment toujours penser aux addictions. C'est sûr, quand quelqu'un va mal, Mm. il peut se tourner vers l'alcool, la drogue et le tabac, bien sûr. Donc, il faut y penser, évidemment. Je vois qu'il est 14 heures, on peut peut-être prendre une ou deux questions et puis si vous devez y aller, de toute façon, le replay sera mis à disposition, on vous l'enverra si vous voulez le partager à vos collègues, mais du coup, s'il y a une ou deux questions rapides, on peut les prendre.
Alors, bon, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ou alors le chat est désactivé. Non, c'est bon. Non, je vois pas. Attends, je peux essayer, mais Essaye de mettre pour voir si ça ouais. fonctionne. Les interventions sont très très claires en fait. Ah. Camille a dit Ouais. comment réagir si un manager refuse, par exemple, un aménagement d'horaire. C'est l'aménagement d'horaire qui était Ouais, proposé par le médecin du travail? comment réagir si un manager refuse un aménagement d'horaire? En fait, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire, ou bien la salariée a demandé par elle-même, voilà, s'il te plaît, j'aimerais venir comme ça ou comme ci, adapter mes horaires. Et donc, on lui refuse. Ou bien, enfin, si on lui refuse, elle peut s'adresser, par exemple, à son médecin du travail. Mm. En venant chez le médecin du travail, c'est mieux d'apporter quelques éléments médicaux parce que on n'a pas d'accès au dossier médical partagé. Un dossier médical partagé n'est pas toujours bien garni. Donc, si on dispose de quelques éléments médicaux, on peut plus rapidement se rendre compte de la situation. Ou mais bon, si c'est pas du tout disponible, on peut aussi se débrouiller autrement ou voir la personne en quelques fois, en deux fois, en trois fois. Et puis, quand le médecin du travail évalue la situation et propose les aménagements d'horaire, l'employeur doit prendre en compte. C'est-à-dire, il ne va pas forcément faire tout de suite, etc. C'est pas que je mets n'importe quoi comme proposition, hein, mais il faut que ça soit faisable, réaliste, et l'employeur doit prendre en considération, hein, et c'est très grave. Ou bien notifier par écrit pourquoi il n'a pas fait, hein. Pour compléter peut-être le propos de Tatiana, surtout peut-être que le problème c'est d'arriver directement avec ce type Mm. de solution, de proposition directement voir son manager. Parce que si c'est hors contexte, est-ce que c'est la bonne réponse que d'adapter les horaires de Mm. travail? Est-ce que, voilà, donc si on arrive comme ça à voir son manager, au fait, tu peux m'adapter les horaires de travail sans qu'on ait échangé sur est-ce que c'est la meilleure solution pour répondre à sa problématique, même sans être passé encore devant le médecin du travail, je, je comprends que ça soit un peu compliqué. Donc, Mm. peut-être parler de la difficulté ressentie de discuter avec le manager des pistes, Des solutions. des solutions, voilà. Avant d'aller sur il faudrait me réduire parce que voilà, étant manager, je recevrais sans doute la chose différemment si on me dit au fait j'ai besoin que tu m'adaptes les horaires de travail. Bon, voilà, Et en plus, après, quand c'est prescrit, entre guillemets, hein, je mets des guillemets à prescrit, c'est vécu parfois par le manager comme une injonction à faire C'est et sûr. pas toujours à comprendre. Donc c'est vrai que ce dialogue entre le manager, le médecin du travail et le collaborateur, et en l'occurrence la collaboratrice, est extrêmement important dans la façon dont on appréhende le sujet. Et je te rejoins complètement Thibaut et je te rejoins aussi Tatiana. J'ai souvent été entre les deux. C'est intéressant de voir, d'expliquer en fait le contexte. C'est-à-dire que souvent, la salariée va arriver sans contexte. Et donc, c'est brutal. Alors, le médecin du travail, même parfois, a aussi besoin du contexte, parce que finalement, comme tu le disais tout à l'heure, Tatiana, le fait de beaucoup plus explorer finalement les symptômes et de faire des liens avec certaines pathologies et autres, et d'arriver à comprendre dans quel environnement finalement la collaboratrice elle est à l'instant T où elle vient te voir, et d'avoir cet échange en parallèle avec le manager et finalement finir avec une relation à trois, on peut dire que c'est compliqué, mais parfois ça va aider tout le monde finalement à avoir ce niveau de compréhension et de pouvoir justement avoir la mesure qui finalement va être la plus adaptée. Et comme tu le dis Thibaut, ce sera peut-être pas forcément l'horaire, mais sans doute peut-être un compromis ou en tout cas on va trouver un ajustement qui peut être aussi temporaire et qui n'aura pas besoin peut-être d'être gravé dans le marbre parce que encore une fois, il faut qu'on arrive à avoir aussi une confiance réciproque. C'est ce qui permet aussi le dialogue managérial, parce que ça, c'est incontestable. Et sur cette pathologie-là, j'y reviens, parce que même quand on a la confiance de son manager et qu'on lui fait confiance, ce qui était le cas de Thibaut et moi, j'ai toujours été incapable de lui dire clairement ce qui se passait. Non, mais voilà, on se livre un peu avec le ouvert, excusez-nous, mais c'est une réalité. Et c'est avec le recul que j'ai maintenant depuis un an et demi et que j'ai découvert en fait ce qui m'arrivait, que je peux avoir ce recul et cette analyse
pour comprendre en fait ce qui s'est mis en place. Et en fait, ma seule issue était de me dire, mais en fait, il faut que j'arrête d'aller travailler à Paris. Et peut-être que c'était pas finalement la solution, mais c'est Et- celle-ci qu'on a pris. Vous voyez, donc c'est un cas concret là, qu'on peut vous livrer parce que c'est une réalité et ça s'est vraiment passé comme ça. Moi, je Mais Une vraie je vais confiance. justement terminer là-dessus. C'est parce que là, j'ai décrit donc toute la symptomatologie, tout ce qu'on peut ressentir, mais on n'a pas parlé des solutions. Il y a des solutions. Mm. Donc, il faut aller chercher des solutions. Il n'y a pas que de l'adaptation et accepter, par exemple, d'avoir des bouffées de chaleur pendant 10 ans. D'accord? Et dire, ben, je vais adapter mon travail parce que j'ai des bouffées de chaleur. Non. Il y a des périodes où on peut pas vraiment, on réussit pas vraiment à régler les choses sur le plan thérapeutique, mais en général, il y a une prise en charge thérapeutique pour les symptômes d'une ménopause qui est trop parlante, avec des éventuelles répercussions importantes. Donc, quand il y a des répercussions importantes, il y a une prise en charge thérapeutique qui va peut-être demander un certain temps, mais il y a une prise en charge thérapeutique, hein, heureusement. Mm. Non, ça voudrait dire que bon, bah, voilà, on est ménopausé, c'est l'horreur, il n'y a pas de solution. Bien sûr qu'il y a des solutions. Donc, dans les solutions, il y a la consultation médicale avec éventuellement une thérapeutique. Il y a surtout, on l'a déjà évoqué, l'hygiène de vie. Et bien sûr, éventuellement, se faire accompagner parce que les médecins ont pas vraiment beaucoup de temps et qu'ils ne sont pas nombreux sur l'hygiène de vie avec des applications comme Omena, par exemple. Moi, je suis très heureuse qu'Omena existe parce que Omena, elle complète ma consultation. Merci beaucoup. Ben, merci à tous d'être venus. Je suis très C'est la contente. conclusion, ça. Voilà, c'est comme ça que je J'ai rien à travaille. dire. Non, mais génial. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui envoient des messages de remerciements dans le chat. Et puis, belle Mais- journée. Et je mettrai le replay à disposition pour que vous puissiez le partager si vous voulez également avec d'autres collaborateurs ou des collègues dans d'autres entreprises même. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée. journée, merci beaucoup. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Au revoir.